Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre intitulée Le Professeur. Il s'agit d'un roman de Charlotte Brontë paru en 1857. Le narrateur nommé William Crimsworth retrouve une vieille lettre qu'il avait adressée à son camarade d'école nommé Charles. C'est l'apparition de son nom dans un journal qui avait poussé William à lui écrire. Il raconte qu'à la sortie d'Eton, ses deux oncles maternels lui ont proposé d'entrer dans l'église et de se marier avec une de ses cousines. William a refusé, estimant qu'il aurait fait un mauvais ecclésiastique, et étant rebuté au fait de se marier à une de ses cousines. Il a décidé d'entrer dans le commerce, non pas par goût, mais car un de ses oncles méprise cette voie. Il a écrit à son frère Édouard, qui était déjà dans le commerce. William a rompu avec ses deux oncles. Après la banqueroute, puis le décès du père, la mère est restée sans ressources, et n'a pas reçu d'aide de la part de ses frères. Elle est décédée après avoir mis au monde William. Il a été élevé grâce à l'argent de ses oncles, ils ont été obligés, puis il a passé 10 ans à Eton. Édouard a accepté de recevoir William dans son usine. William s'est d'abord rendu à la ville d'Ix, puis il a appris que dans cette ville ne se trouvait que l'usine, et les magasins d'Édouard. L'habitation d'Édouard nommée Crimsworth Hall se trouvait à quelques milles d'ici. Il est arrivé à la maison de son frère qui était imposante, ce qui était le signe que les affaires marchaient bien. Il a rencontré son frère qui avait une demi-heure de retard, car il pensait que William se rendrait à son comptoir. Il a ensuite fait la connaissance de la femme d'Édouard, qui, contrairement à son mari, montrait de la sympathie envers William. Ce dernier a aperçu un tableau de sa mère. Il a été conduit à sa chambre. C'est la fin de la lettre. Celle-ci n'est jamais arrivée à Charles, car il est parti pour les colonies. William continue d'écrire pour les personnes qui peuvent se retrouver dans son récit. Le lendemain matin, Édouard a toujours l'air antipathique envers son frère. William remarque la supériorité physique d'Édouard qui est plus beau et mieux bâti que lui. Sa femme est maintenant froide envers William, car son mari lui a sûrement fait la leçon sur son air trop avenant envers son petit frère. Édouard emmène William à l'usine d'Ix, le grand frère le prend à l'essai, en tant que second commis, afin de traiter la correspondance étrangère. William ne doit s'attendre à aucun traitement de faveur. Édouard n'accepte plus de le loger chez lui et de le faire monter dans sa voiture. Il confie à un employé le soin de donner à son frère ses premières traductions. Édouard veut prendre son frère en faute, mais William ne fait jamais de faute. Même les enquêtes de sa vie à l'extérieur de l'usine ne donnent rien. Édouard se moque de la ferveur religieuse de son frère, qu'il connaît grâce au dire de la logeuse de William. William ne revient qu'une seule fois à Crimsworth Hall. En effet, lors de l'anniversaire d'Édouard, le patron invite ses commis chez lui. Personne ne fait attention à William. Quand il regarde le tableau de sa mère, M. Hunsden vient lui parler. Il met en avant les points positifs et négatifs de la femme du tableau. Il pense que chaque caste a des traits physiques particuliers. De par son physique, il dit que William est un aristocrate. Il a deviné que William et Édouard étaient frères. Selon lui, la place de William n'est pas dans le commerce. Hunsden va danser avec une jeune fille. William n'apprécie pas son travail et l'antipathie de son frère. Édouard n'aime pas son frère à cause de l'éducation qu'il a reçue et du fait qu'il ne fasse jamais d'erreur. Un soir qu'il se promène, William rencontre Hunsden, qui l'invite chez lui. Hunsden lui reproche d'habiter chez Madame King, de travailler chez son frère, ainsi que son train de vie monastique et sans plaisir. Il blâme le fait que William supporte sa mauvaise situation sans chercher à la changer. Il lui dit que de par son physique, William est un aristocrate, mais qu'il ne pourra pas l'être à cause d'un revers de fortune. William sera toujours un mauvais négociant, car il n'est pas fait pour travailler dans cette branche. Après sa sortie, William se pose des questions sur sa place dans le commerce. Le lendemain, alors qu'il est de retour à l'usine, il se questionne toujours sur sa véritable place. Bon gré mal gré, il reprend son travail. Quand il arrive, Édouard a encore un regard plus dur envers son frère qu'auparavant. À midi, Édouard retient William. Ce dernier explose et donne sa démission. Le patron se plaint du fait que William ait répandu dans la ville le fait que son grand frère se comportait mal avec lui. Édouard veut en découdre avec lui et commence à utiliser son fouet. Le patron s'est fait huer à l'hôtel de ville hier à cause de la manière dont il traite son frère. Celui qui est à l'origine de la conspuation est Hunsden, avec qui William a parlé la veille. William parvient à faire face à son frère, qui lui ordonne de sortir. Après la dispute, William a besoin de marcher. Il s'en va jusqu'à Groveton, assiste au coucher du soleil, puis il revient dans la ville. Lorsque William est de nouveau chez lui, il voit de nouveau M. Hunsden. S'il y a du feu chez le narrateur, c'est grâce à Hunsden. Ce dernier sait que William a démissionné de sa place. Il agit non pas par sympathie envers le narrateur, mais par amour de la justice.
William ne peut pas s'empêcher d'être un peu rude et injuste envers M. Hunsden. Puisqu'il a perdu son salaire, il n'a plus de quoi acheter son pain. Hunsden s'intéresse à l'aide des siens que William pourrait recevoir. Il lui conseille de se réconcilier avec ses oncles. William lui fait comprendre que ce n'est pas possible, car il a cassé définitivement les liens avec ses oncles. William ne sait pas dans quelle nouvelle voie s'engager. Hunsden lui conseille de changer de pays, et d'aller par exemple à Bruxelles. Hunsden lui fait une lettre de recommandation. William ne lui dit pas merci. Il se rend à Bruxelles le cœur léger. Dès le lendemain de son arrivée, il se rend chez M. Brown, à qui la lettre de recommandation est adressée. M. Brown lui propose une place de professeur de latin et d'anglais dans l'institution de M. Pellet. M. Brown dit qu'il faudra qu'il revienne le voir à 5 heures, afin de rencontrer M. Pellet. Durant le temps d'attente, William se promène dans la ville. Quand il revient chez M. Brown, il rencontre M. Pellet. William est engagé, il sera payé 1000 francs par an, et commencera dès le lendemain. Quand il se rend dans l'institution, William trouve des classes où règne une discipline sévère, et où un coup d'œil suffit à faire rentrer l'élève dans le rang. Il commence par donner un cours d'anglais. Il fait lire à un flamand un livre anglais, c'est la catastrophe. William lit ensuite, comme il le fallait. Puis, M. Pellet conduit William à sa chambre. Une des fenêtres est fermée par des planches, car elle donne sur un pensionnat de demoiselles dirigé par mademoiselle Zoraïde Rother. Au bout de quelques semaines, William parvient à surmonter les difficultés de son nouvel emploi et à tenir ses classes. Il fait un portrait négatif de ses élèves belges qui, selon lui, ne brillent pas par leur intelligence. M. Pellet est un homme plein de bonté et de délicatesse envers William. Il ne cherche pas à le prendre en faute comme le faisait Édouard. L'institut est dirigé par M. Pellet, mais aussi dirigé par sa mère qui est une Française devenue laide avec l'âge. Un soir, William est appelé auprès de Madame Pellet. Il se demande s'il ne s'agit pas d'un rendez-vous d'amour, surtout lorsqu'il voit que la femme porte ses vêtements du dimanche. Dans la pièce, se trouve une autre vieille dame. Il s'agit de Madame Rother, qui est la mère de la directrice du pensionnat de jeunes filles d'à côté. Cette femme ressemble à une grosse fermière. Sa fille Zoraïde a appris que William est un excellent professeur, et elle voudrait qu'il travaille dans son pensionnat. Il faut que William garde le secret sur cette révélation, puisqu'il faut que Zoraïde pense que William a été mis au courant grâce à M. Pellet. Le directeur de l'institution est d'accord avec la demande de mademoiselle Rother et laisse William libre 4 après-midi par semaine. William se rend à la pension. Il n'arrange pas sa toilette, car il imagine soit que Zoraïde est laide, soit qu'il est laid. Il rencontre Zoraïde qui dit que la seule chose qui l'a fait rester ici est son jardin. Elle est plus jeune et plus jolie que William l'aurait cru. Ils se mettent d'accord sur le travail. Après négociation, William ne sera payé que 500 francs par an. Zoraïde a une habileté dans les affaires. William ressent le charme de Zoraïde. William commence sa tâche dès le lendemain après-midi. Mademoiselle Rother est plus sévère que la veille. Dans la classe, William n'est pas seul avec ses élèves, mais est accompagné d'une sous-maîtresse. Dès le début, il subit les impertinences de Lali, d'Hortense et de Caroline. William fait faire une dictée, mais est sans cesse interrompu par les 3 demoiselles. Le chahut gagne la classe. William corrige 2 copies, celle de Lali et celle d'une fille laide, mais sérieuse nommée Sylvie. William en profite pour ridiculiser Eulalie. Grâce à ce procédé, William obtient le respect de sa classe. À la fin du cours, Zoraïde le fait venir dans une salle dans laquelle ils sont tous les deux seuls. Lorsqu'elle lui demande comment s'est déroulé son premier cours, il lui répond que ça s'est bien passé. Zoraïde lui parle de tout et de rien, dans le but de le retenir. William pense que Zoraïde est insensible, et qu'elle cherche une faille en William, afin d'avoir autorité sur lui. William arrive chez M. Pellet alors que le dîner est presque fini. M. Pellet le questionne sur son retard. Il apprend que Zoraïde a parlé à William en privé dans son salon, et qu'ils n'étaient que tous les deux. M. Pellet pense que Zoraïde cherche à séduire William. Il lui fait décrire le visage de Zoraïde, et voudrait que William y voie certaines choses. La conversation dévie sur son premier jour de classe, et sur les 3 jeunes femmes, qui ont perturbé le cours. M. Pellet dit que Zoraïde ne fait pas le poids devant elles 3. Il pousse William, pour rire ou non, vers ces jeunes femmes. William peut pour la première fois étudier de près la nature féminine. Ses élèves sont bien loin des anges qu'il s'était imaginés. Il nous fait le portrait de plusieurs de ses élèves. L'allemande Aurélia Koslow est une jeune femme jolie sans plus. Elle est ignorante et a peu d'hygiène. Elle fait plus ou moins des avances à William. La flamande Emma Dronsard est vicieuse et aime retenir le regard de William. La belge et espagnole Johanna Trista a le crâne d'Alexandre VI. Elle est remplie de haine, de révolte et de couardise. Derrière Johanna se trouvent 2 rangées de flamandes. Un jour qu'elles ont fait du chahut en cour, il les a enfermées. Pour contraster avec ces 3 portraits, il n'y a pas d'ange.
Celle qui s'en approche le plus est Sylvie, mais son destin est d'entrer dans un couvent, et elle est malade. Deux types d'anglaises existent dans la pension. Il y a les filles d'aventuriers, qui changent fréquemment d'établissement et de pays et qui sont indifférentes, et il y a les anglaises continentales, qui portent des vêtements propres même à ranger. Dans la pension se trouvent trois sous-maîtresses françaises nommées Pélagie, Suzette et Zéphirine. Les deux premières sont ordinaires, et l'autre une coquette parisienne. Il existe une quatrième sous-maîtresse appelée Mademoiselle Henri, qu'il connaît peu, et qui donne des leçons d'ouvrage. Dans le lieu, se trouve également une maîtresse bien mieux que les autres et qui sait se faire respecter. Elle a une supériorité sur les élèves, sur les sous-maîtresses, et aussi sur les professeurs. Elle cherche à faire de même avec William. À un moment, William est malade. Zoraïde en profite pour se rapprocher de lui. Elle l'entraîne dans le jardin. Ils s'installent sur un banc où on ne peut pas les voir. William pense commencer à devenir amoureux. Il demande à Zoraïde de lui cueillir une fleur. William part quand il entend la cloche, qui est le signe du dîner chez Monsieur Pellet. Le soir, William regarde par la fenêtre qui donne sur la pension. Il a fait enlever les planches de la fenêtre. Il voit une lumière dans une pièce, et pense que c'est la chambre de Zoraïde, qui est en train de veiller. Il repense à Zoraïde, et ne lui trouve que des qualités. William espère continuer demain sa séduction. Dans l'allée interdite, il voit Monsieur Pellet se promener avec Zoraïde. Ils ont pour projet de se marier dans 3 mois. Monsieur Pellet pense que Zoraïde a tout fait pour que William tombe amoureux d'elle, mais Zoraïde ne semble pas l'avoir remarqué. Elle dit l'avoir traité avec froideur, car elle ne voulait pas donner d'espoir à un autre que son fiancé. Le lendemain, William prend un air auprès de Monsieur Pellet, afin de ne pas laisser transparaître le fait qu'il sache ce qu'il s'est passé hier soir. Par contre, William fait preuve de froideur envers Zoraïde. Grâce à une allusion, il lui fait comprendre qu'il sait pour la promenade d'hier. Lors d'une composition, Zoraïde s'installe près de William, afin de continuer son travail de bourse au filet. En réalité, elle cherche encore à le séduire. Une jeune femme entre dans la classe. Zoraïde dit à William que cette femme qui s'appelle Mademoiselle Henri veut apprendre l'anglais. William accepte de l'apprendre, en tant qu'élève. Zoraïde dit qu'il ne devra pas l'embarrasser devant les autres élèves en montrant son ignorance, car Mademoiselle Henri est sous-maîtresse. Si Zoraïde lui indique de prendre de telles précautions, ce n'est pas pour faire éviter les obstacles à Mademoiselle Henri, mais pour continuer de séduire William. William adresse toutefois des mots brutals à Mademoiselle Henri à propos de son retard. Il pense un temps avoir été trop sévère avec elle, puis il réfléchit au fait qu'il n'a jamais rencontré ici une personne qui puisse être impressionnée. Le lendemain, William donne de nouveaux classes dans la pension. Même si certaines jeunes femmes montrent une attirance envers William, William ne montre aucun penchant envers les jeunes filles. Le professeur rend les compositions de la veille. Aux premières places, nous avons Sylvie, Léonie et Eulalie. Mademoiselle Henri se trouve dans la classe. Lors de la dictée, William sait que Mademoiselle Henri a du mal à suivre, mais il ne ralentit pas, et au contraire accélère le rythme. Après avoir regardé son cahier, William se rend compte que Mademoiselle Henri n'a pas pu tout écrire, mais que ce qu'elle a écrit comporte peu de fautes. Quelques jours plus tard, William croise Mademoiselle Henri, qui est en train de donner un cours d'aiguille. Elle ne sait pas se faire respecter, et se fait chahuter par ses élèves. Le lendemain, dans la salle de classe, William voit Mademoiselle Henri ayant l'air gêné et Zoraïde ayant un air placide. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui va se dérouler une séance de lecture en anglais. C'est habituellement une souffrance pour les oreilles de William. Cependant aujourd'hui une lectrice lit correctement cette langue. Il s'agit de Mademoiselle Henri. Zoraïde reste dans la salle de cours à tricoter. À la fin du cours, William lui demande à Mademoiselle Henri si elle a déjà étudié l'anglais ou si elle est déjà allée en Angleterre. Mademoiselle Henri répond que non. Il lit sur une feuille que son élève s'appelle Francis, Evans, Henri. Le dialogue est interrompu par Zoraïde qui éloigne Mademoiselle Henri. Zoraïde interroge William sur l'intelligence et les facilités de Mademoiselle Henri par rapport aux autres élèves dans le but de la faire passer pour bête. William dit qu'il ne connaît pas assez cet élève pour le dire. Zoraïde lui demande de l'observer et de lui apprendre à se faire obéir. William reste indifférent envers Zoraïde, mais Zoraïde continue de plus en plus ses assiduités. Mademoiselle Henri est une élève qui a assez de persévérance pour vaincre les obstacles de l'apprentissage. Elle n'apprécie pas lorsque William lui facilite la tâche. Par contre, Mademoiselle Henri a toujours des difficultés pour enseigner auprès de ses élèves. William donne à ses élèves un sujet de composition. Alors que les autres devoirs sont de faible qualité, celui de Mademoiselle Henri est meilleur. Selon William, Mademoiselle Henri a déjà dû apprendre l'anglais. Le lendemain, lorsque William rend les devoirs, la copie de Mademoiselle Henri est la seule qu'il ne commande pas et ne donne pas. Ce n'est qu'à la fin du cours qu'il lui rend sa copie. Il lui dit qu'il y a des erreurs, mais qu'elle a un don pour l'imagination. Quand il a fini son discours, il remarque que des personnes, dont Zoraïde, sont dans la classe,
et ont entendu son discours. William se rend compte qu'il n'a pas demandé à mademoiselle Henry pourquoi elle parle si bien anglais, alors qu'elle a dit n'avoir pas étudié l'anglais et ne s'être jamais rendue en Angleterre. En corrigeant un devoir, mademoiselle Henry lui apprend qu'elle est née à Genève, que sa mère était anglaise et que son père était suisse. Ils sont tous les deux décédés. Elle vit avec sa tante Julienne. Mademoiselle Henry va bientôt avoir 19 ans. Nous apprenons qu'enseigner la dentelle l'ennuie. Elle ne pense pas pouvoir enseigner des matières plus nobles, car elle n'a pas reçu l'instruction nécessaire. Elle a l'intention de se faire une position meilleure, mais il dit que ses bagages sont trop faibles. Elle veut être professeure de français en Angleterre. Zoraïde met fin à leur dialogue. Ils continuent leur conversation le lendemain. Elle a le désir de mieux connaître l'Angleterre. Il lui dit qu'elle connaîtra bien peu ce pays, puisqu'elle vivra cantonnée dans une pension ou une famille. Selon elle, un échantillon peut servir à avoir une vision à plus grande échelle. Il lui fait remarquer que si elle n'arrive pas à se faire respecter de ses élèves ici, ça sera aussi le cas là-bas. Elle espère être mieux parmi les protestants qui manipulent moins le mensonge que les catholiques. Un ordre de Zoraïde met de nouveau fin à la conversation. William pousse mademoiselle Henry à lire, et il suit ses compositions. Lorsqu'il lui dit ses éloges pourtant froides, elle rougit. William apprécie la présence de mademoiselle Henry à ses côtés, mais l'arrivée de Zoraïde le fait s'éloigner de mademoiselle Henry. Il s'aperçoit que mademoiselle Henry est beaucoup moins terne qu'auparavant, et que son corps devient plus harmonieux. William lui dit des gentillesses sous couvert d'austérité, afin de ne pas mettre la jeune femme dans l'embarras. Mademoiselle Henry arrive à bien mieux maîtriser ses élèves. William fait lire à mademoiselle Henry la lettre d'un émigrant aux amis de sa patrie. Zoraïde est dans la classe, écoute et semble impassible. À la fin du cours, Zoraïde parle avec William. Elle dit que mademoiselle Henry est avantagée, car dès sa naissance, elle a entendu parler anglais. Elle rappelle que mademoiselle Henry est d'une condition inférieure aux autres élèves. Elle souligne qu'en agissant comme le fait, William ne fait que renforcer l'amour-propre de mademoiselle Henry, et qu'il ne faut pas lui donner d'aspirations, qui sont contraires à son destin. Mademoiselle Henry ne vient plus en cours. Quand William interroge Sylvie, il apprend que mademoiselle Henry est partie pour toujours. Ni Sylvie, ni la portière ne connaissent l'adresse de mademoiselle Henry. William et Zoraïde parlent dans le jardin. Selon Zoraïde, mademoiselle Henry n'a pas été congédiée, mais est partie d'elle-même. Elle dit avoir été trop occupée ces derniers jours pour le mettre au courant de la nouvelle. William refuse de s'asseoir à côté d'elle. C'est grâce à sa passivité qu'elle parvient à faire partir les éléments dont elle ne veut plus. Zoraïde dit ne pas avoir l'adresse de mademoiselle Henry. William est désespéré d'avoir perdu mademoiselle Henry. Il tente de ne pas montrer ce sentiment auprès des autres. Quelques jours plus tard, William redemande l'adresse à Zoraïde. Elle répond qu'elle l'ignore. Il dit qu'il quittera la pension dès les vacances. William reçoit une lettre de mademoiselle Henry. Il apprend que mademoiselle Henry est venue à la pension, mais que Zoraïde l'a empêché de le voir. Puisqu'elle n'a pas pu faire ses adieux devant lui, elle les fait par écrit. Elle lui donne les 20 francs, afin de payer son trimestre de leçons, et lui fait ses adieux. William s'inquiète pour elle, car il est assez pauvre. Elle n'a pas écrit son adresse au dos de son courrier. Après un mois de recherche, William se dirige à l'extérieur de Bruxelles, et entre dans le cimetière protestant. Il y voit la tombe de Julienne Henry et rencontre mademoiselle Henry. Tous deux repartent ensemble. La tante de mademoiselle Henry est décédée depuis 15 jours. Elle a été malade durant 3 semaines. Mademoiselle Henry avait demandé à Zoraïde la permission de rester chez elle, afin de soigner sa tante. 8 jours plus tard, Zoraïde l'a licenciée tout en disant que mademoiselle Henry l'a abandonnée. William et mademoiselle Henry reviennent dans la ville, elle lui donne son adresse, et ils se rendent chez elle. La pluie se met à tomber, ce qui pousse mademoiselle Henry à inviter William chez elle. Mademoiselle Henry veut allumer du feu, mais William comprend qu'elle le fait uniquement pour lui. S'il n'était pas là, elle sera plus économe, car elle a peu de moyens financiers. Elle dit avoir besoin de feu, afin de préparer le thé. Mademoiselle Henry apprend que William n'a pas de chez lui en Angleterre, car il n'a pas de famille. William trouve le repas de mademoiselle Henry bon, alors qu'il ne s'agit que d'eau chaude et de pain. Il se rend compte qu'il la regarde de trop. Il lui fait lire Le Paradis perdu en réalité, pour avoir le loisir de la voir auprès d'elle, de l'écouter, et de la voir. Mademoiselle Henry n'a pas pu avoir une nouvelle place, car il lui aurait fallu la recommandation de Zoraïde. Elle est raccommodeuse de dentelle et espère avoir une meilleure position. Il la quitte sèchement, afin d'éviter un adieu trop tendre avec elle. En la quittant, il pense à en faire sa femme. Il réfléchit au fait qu'il ne lui a pas redonné ses 20 francs. Il remonte chez elle et prétexte d'avoir égaré son gant. Il cache l'argent sous un vase. William parvient à rester dans la pension, jusqu'aux vacances scolaires. Depuis la promenade nocturne, il est froid envers Monsieur Pellet. Après avoir deviné pourquoi William agit ainsi envers lui, il devient lui aussi distant. Un soir, Monsieur Pellet est revenu soûl à l'institut. Toute son animosité envers William est alors apparue.
Il a voulu frapper William, quand il a compris, ou quand on lui a fait comprendre que le cœur de Zoraïde était occupé par l'anglais. William ne supporte plus la présence de Zoraïde. Il se montre comme un tyran envers elle qui devient une esclave quand il est là. Elle le trouve beau, alors qu'il est laid. Une fois dessoulé, Monsieur Pellet ne se souvient plus de la scène qu'il a causée. Il évite d'avoir à parler à William, ce qui rend son maintien dans l'établissement insupportable. William y reste par nécessité. Après avoir donné sa démission à Zoraïde, William sent que Monsieur Pellet a moins de fureur envers lui. Il comprend que Zoraïde a remis son fiancé dans la course. Dès le début des vacances, il y a des travaux dans l'institut, ce qui annonce la future venue de Zoraïde. Monsieur Pellet et Zoraïde vont se marier prochainement. Monsieur Pellet propose à William de le garder dans son établissement et de le payer 200 francs de plus lors de l'année scolaire prochaine. William décide de quitter la maison, car Zoraïde va y faire son entrée, et qu'il sait qu'elle ne changera pas. Renoncer à son emploi lui enlèvera toute chance de gagner de l'argent, mais sa conscience le pousse à le faire. Lorsqu'il rentre dans l'institution, William donne sa démission à Monsieur Pellet. Il a 8 jours pour quitter sa chambre. William a reçu 2 lettres. Dans l'une d'elles, Mademoiselle Henry écrit avoir trouvé l'argent que William avait caché sous le vase. Elle le lui rendra la prochaine fois qu'ils se verront. Mademoiselle Henry a trouvé une position. Une de ses clients est parvenue à lui trouver une place dans une pension anglaise, afin d'enseigner le français, la géographie et l'histoire. La seconde lettre vient d'Angleterre. Il s'agit d'Hunsden, qui lui reproche de ne lui pas avoir donné de nouvelles, depuis qu'il a quitté l'Angleterre. Monsieur Brown lui a raconté que William allait se marier avec Zoraïde. Il compte prochainement venir en Belgique et le voir. William se fait la réflexion qu'il est possible de vivre, à 2 à Bruxelles, avec peu de moyens, ce qui aurait été impossible à Londres, qui est une ville tournée vers l'ostentation. Puisqu'il n'a pas de travail, il n'ose pas se déclarer à Mademoiselle Henry. Il se souvient que lors d'une sortie, il a sauvé un élève de la noyade. En échange, le père de l'enfant appelé Monsieur Van Denuten lui a dit d'avoir recours à lui s'il pouvait lui être utile. William se rend chez cet homme, mais ce monsieur est en voyage. Il laisse sa carte. Monsieur Pellet et Zoraïde se marient, puis partent en lune de miel. Le jour suivant, William part dans son nouveau logement. Il s'empêche de se rendre chez Mademoiselle Henry tant qu'il n'aura pas de nouveau travail. Hunsden vient chez lui. Il pensait le trouver auprès de Monsieur Pellet. Il est parvenu à le trouver, car William avait laissé son adresse à son ancien travail. William lui explique sa situation présente. Hunsden lui propose de rencontrer une seconde fois Monsieur Brown. William refuse, car cet homme l'a déjà tiré de l'embarras une première fois. Hunsden pense que Zoraïde a fait la coquette avec William, puis a finalement mieux apprécié la fortune et la position de Monsieur Pellet. Quand William demande des nouvelles de X, Hunsden lui répond qu'il ne manque à personne là-bas. Il lui conseille d'être d'abord aimable avec les autres, avant que les autres soient aimables avec lui. William le met au courant de son projet futur tout en restant très flou. Hunsden lui dit qu'Edward Crimsworth a fait faillite, que Crimsworth est vendu, et que la femme d'Edward est partie. Cependant, grâce à un tout de passe-passe, il est parvenu à reprendre les affaires, et à faire revenir sa femme. Dans la maison, tout a été vendu, même les tableaux. Hunsden dit ne pas savoir à qui a été vendu le tableau de la mère de William. Il part pour l'Allemagne, et reviendra dans 6 semaines. Le lendemain, William reçoit dans une caisse le tableau de sa mère envoyé par Hunsden. William se rend de nouveau chez Monsieur Van Denuten, et cette fois-ci le rencontre. Cet homme l'aide dans sa recherche de travail. William essuie plusieurs échecs, mais il parvient à devenir professeur d'anglais dans un collège, avec 3000 francs d'appointement. William ne pourra dire la nouvelle à Mademoiselle Henry qu'à 6 heures du soir. Cela fait 6 semaines qu'il ne l'a pas vue. À l'heure prévue, il se rend chez elle et la trouve. Il lit une composition de française dans laquelle elle se dépeint elle et lui. Il la maintient sur ses genoux, et lui demande si elle l'estime. Elle répond par l'affirmative. Il lui demande si elle l'accepte comme mari. Elle répond oui. Elle veut garder son emploi, car elle ne veut pas être un poids pour lui. Il lui dit la nouvelle de son emploi et la somme qu'il gagnera. Cependant, elle souhaite tout de même garder son travail. William rentre chez lui. Au milieu de la nuit, il a une hallucination liée à son hypocondrie. Alors que William se promène avec Mademoiselle Henry, il rencontre Hunsden. Ce dernier salue Mademoiselle Henry, et William sait ce qu'il a dit avec ses yeux. Le soir même, Hunsden rend visite à William. Hunsden a pris Mademoiselle Henry pour Zoraïde et William ne fait que corriger son erreur. Hunsden a trouvé que la jeune femme était mieux que William, et il l'a trouvée gracieuse. William finit par lui dire la vérité et le fait que cette femme est une raccommodeuse de dentelle. William amène Hunsden chez Mademoiselle Henry. Il les fait rencontrer l'un l'autre. Mademoiselle Henry et l'inconnu parlent tous les deux en français, et semblent bien s'entendre.
Mademoiselle Henry lui pose des questions sur l'Angleterre. Il ne comprend pas pourquoi Mademoiselle Henry et William ont cette admiration pour l'Angleterre, car c'est pour lui un pays corrompu et vénal. Hunsden dit ensuite du mal de la Suisse. Au final, c'est Mademoiselle Henry qui parvient à avoir le dessus sur Hunsden. Tous les trois dînent ensemble. Ensuite, le débat tourne autour de l'intolérance religieuse en Suisse. Mademoiselle Henry est cette fois-ci battue par Hunsden. Ce dernier dit qu'il va repartir pour l'Angleterre, et qu'il ne viendra à Bruxelles que dans 1 ou 2 ans. William et Hunsden reviennent à l'hôtel de William. Hunsden lui en veut d'avoir fait passer Mademoiselle Henry comme une simple raccommodeuse de dentelle. Il l'estime trop bien pour William, mais pas assez bien pour lui, car il préfère un autre type de femme. 2 mois plus tard, William et Mademoiselle Henry se marient. William va la chercher chez elle avec Monsieur Van Denuten. Ils se marient dans une chapelle protestante, puis se rendent dans une maison louée. Ils reprennent tous les deux leur travail respectif. 18 mois plus tard, Mademoiselle Henry trouve qu'elle ne rapporte pas assez d'argent, car son mari gagne 8000 francs par an, tandis qu'elle n'en gagne que 1200. Elle lui dit son projet qui consiste à ouvrir un pensionnat. Après avoir amassé une petite fortune, ils iront en Angleterre et se reposeront. William donne son accord. Le pensionnat fonctionne et augmente ses prix, et devient de plus en plus sélectif. Mistress Crimsworth est la directrice, et donne des cours aux élèves. Elle se fait respecter et aimer par quelques-unes de ses élèves. Elle prodigue à ses pensionnaires des marques de douceur, mais elle ne fait pas de préférence. Mademoiselle Henry et William passent leur soirée ensemble, mais elle s'éclipse à 20 et 1 heure, pour faire un tour dans le dortoir. Elle s'en va ensuite jeter un coup d'œil à son fils Victor. Si elle n'avait pas été mariée à un mari ayant les qualités du narrateur, elle serait partie, et la mort lui aurait redonné sa liberté, quand sa faiblesse aurait été à bout. Elle n'aurait pas aimé rester célibataire. Au bout de 10 ans, William et Mademoiselle Henry parviennent à leur but. Ils partent pour l'Angleterre, et rejoignent le comté natal de William. La maison pittoresque dans laquelle ils habitent s'appelle des Îles. Non loin d'eux, Hunsden vit dans un manoir dont il a hérité. Il est toujours célibataire. Hunsden voyage souvent, et ramène des personnes qu'il a rencontrées. Il se rend quelquefois à des Îles et vice-versa. Il arrive à Hunsden raccompagne le couple dans les bois, afin de les ramener chez eux. Une nuit, il montre au couple une photo de Lucia, qui est une femme qu'il a aimée, mais avec laquelle il ne s'est jamais marié. William nous fait le portrait de son fils Victor. C'est un garçon laid ayant les défauts physiques de ses parents. Sa mère lui a appris à lire, et il dévore maintenant les livres. Il a un chien nommé York. William tue le chien, après qu'il ait été mordu par un chien enragé. Victor en veut à son père un instant et garde longtemps sa peine. William projette le moment où il faudra se séparer de Victor, afin de l'envoyer à Eton. Il pense qu'il est nécessaire de ne pas trop couver son fils, afin qu'il puisse faire face aux obstacles futurs, qui interviendront dans sa vie. Le roman finit avec Mademoiselle Henry qui appelle William, pour prendre le thé. Hunsden lui dit qu'Edward est devenu riche après avoir spéculé sur les chemins de fer, que monsieur et madame Van Denuten vont venir les voir, et que le couple Pellet ne s'entend guère, mais que leurs affaires fonctionnent. L'histoire nous est racontée du point de vue de William. Son histoire va de sa sortie d'Eton jusqu'à son installation dans la maison nommée des Îles. La lettre écrite au début du roman permet d'entrer dans l'histoire. Ce courrier a été adressé à Charles, qui est un ancien camarade de classe. Son destinataire ne l'a jamais reçu à cause de son départ aux colonies. Charles demeure un personnage invisible tout au long du roman. La lettre décrit la vie de William de sa sortie d'Eton jusqu'à son arrivée chez son frère. Si William continue de nous raconter son histoire après la fin de la lettre, c'est car il pense qu'elle pourra intéresser les personnes qui ont suivi le même chemin que lui. William commence sa vie avec peu d'aide. Sa mère et son père sont morts. Son frère le traite mal. Même s'il a économisé, on devine qu'il a peu de moyens financiers. Son seul bagage est l'éducation qu'il a pu acquérir à Eton. Puisqu'Edward est jaloux de l'éducation qu'a reçue son petit frère, nous pouvons penser qu'Edward n'a pas eu le droit au même traitement de faveur que son frère. Toutes les causes de la haine d'Edward envers William ne sont pas exposées. Le fait que sa mère soit décédée peu après la naissance de William y est peut-être pour quelque chose. William a un bagage scolaire important, puisqu'il a fait sa scolarité à Eton. Cependant, il peut accéder à peu d'emplois. Son frère le fait second commis, et ne le paie que 90 guinées par an. Il peut aussi devenir professeur. Il est payé pour cela 1000 francs par an par monsieur Pellet, et 500 francs par an par Zoraïde. Même s'il estime être bien payé par monsieur Pellet, l'offre du collège de 3000 francs par an semble montrer qu'en réalité monsieur Pellet le payait peu. De plus, William ne peut pas décrocher ses emplois seul. Son emploi de commis a été donné par son frère. L'emploi chez monsieur Pellet est obtenu grâce à monsieur Brown et grâce à la lettre de Hunsden. S'il obtient l'emploi chez Zoraïde, c'est grâce aux bouche à oreille. S'il obtient son travail dans un collège, c'est grâce à monsieur Van Denuten. Il est de même avec mademoiselle Henry.
Elle ne peut pas rechercher d'emploi sans les recommandations de Zoraïde. C'est une de ses clientes, qui lui permet d'accéder à un emploi de maîtresse. William est peu considéré comme professeur auprès de sa hiérarchie, mais aussi auprès des élèves qu'il faut mater de suite, si on ne veut pas se laisser marcher sur les pieds par eux. Le travail à l'usine laissait peu de joie dans l'existence de William, mais il en est de même, avec son emploi de professeur. Il travaille dans l'établissement de M. Pellet, ou dans celui de Zoraïde, il mange et dort dans l'établissement de M. Pellet. Il a peu de vie en dehors de ses lieux de travail. Comme c'est le cas encore aujourd'hui, ce ne sont pas les diplômes qui donnent accès au métier, mais sa position sociale. Le statut est encore plus figé qu'on ne le pense, puisque le statut social se retrouve dans les traits des individus. Hunsden fera remarquer que la femme du tableau a le visage d'une aristocrate. Il remarquera les mêmes signes chez William. L'argent et le statut détruisent les valeurs sociales et morales. Édouard a de l'argent, puisque ses affaires fonctionnent, et qu'il a une habitation imposante. Cependant, il a peu de moralité, puisqu'il n'accueille pas, exploite et maltraite son frère. Zoraïde a un statut social important, puisqu'elle est directrice d'un pensionnat de jeunes filles. Cependant, cette personne n'est pas intègre. Son comportement envers William le prouve de nombreuses fois. La manière dont elle traite ses employés, ainsi que M. Pellet le démontre aussi. M. Pellet a également une position sociale importante, puisqu'il est directeur d'une institution. Cependant, il fait preuve d'une fausse politesse envers William, puis il se met à l'éviter après son accès de jalousie. Quoi qu'il en soit, les trois couples, Édouard sa femme, M. Pellet Zoraïde et William Mademoiselle Henri, arrivent au même point à la fin de l'histoire. En effet, Édouard parvient à être très riche grâce à ses spéculations et sa femme, est de nouveau près de lui. Les affaires de M. Pellet et de Zoraïde fonctionnent à merveille. William et Mademoiselle Henri sont parvenus à ouvrir une pension et à accumuler assez d'argent afin de prendre leur retraite, on le devine assez jeune. Au final, qu'importe que l'on prenne le chemin du bien ou du mal, puisque le résultat est le même. William est une personne honnête. Il est réellement probe. Il l'est lorsqu'il redonne les 20 francs à Mademoiselle Henri. Il l'est lorsqu'il récompense ses élèves qui ont bien travaillé, et ceci indépendamment de leur statut social. Il l'est lorsqu'il fait semblant d'avoir trop chaud, afin que Mademoiselle Henri n'utilise pas sa mince provision de bois pour lui. Cependant, son intégrité provient quelquefois de sa fierté. Ainsi il refuse l'argent qu'un de ses oncles lui propose, après que William ait cassé les liens avec ses oncles. William refuse de s'adresser de nouveau à M. Brown, car cet homme l'a déjà aidé une fois, et qu'il ne lui a jamais donné de contrepartie. Il refuse également de reprendre contact avec ses oncles après avoir perdu son emploi, et lorsque Hunsden le lui suggère. William aime mieux tomber dans la misère plutôt que de troubler son compte de dette et de crédit. Puisqu'il a sauvé le fils de M. Van Denuten de la noyade, il considère qu'il peut lui demander un service en échange, surtout que M. Van Denuten lui avait suggéré cette idée. William n'est pas un personnage parfait. Le défaut le plus évident est qu'il est hautain. Il enseigne à des élèves, dont la plupart sont belges, alors qu'il méprise les Belges. Il les trouve peu intelligents, avec un esprit lent, et ayant une dégénérescence physique. Ainsi dans le texte, nous trouvons... Derrière elle étaient 2 rangées de flamands de vulgaires, parmi lesquels se faisaient remarquer 2 ou 3 exemples de cette difformité physique et morale, que l'on rencontre si fréquemment en Belgique et en Hollande, et qui semble prouver que le climat y est assez insalubre, pour amener la dégénérescence de l'esprit et du corps. Les attaques de William se font également envers les femmes. Alors qu'il parle peu de ses élèves masculins, il s'appesantit sur ses élèves féminines. Il leur trouve beaucoup de défauts, comme celui de la concupiscence. Les femmes belles ont forcément des défauts moraux. Seules celles qui sont laides telles que Sylvie ou Mademoiselle Henri ont une moralité irréprochable. William s'attaque également à la religion catholique. Selon lui, cette relation serait néfaste à ses adeptes. Par exemple, il dit « Je ne sais rien des arcanes de l'Église catholique, et je suis loin d'être intolérant en matière religieuse, mais je soupçonne que cette impudicité précoce, si frappante et si générale dans les contrées papistes, prend sa source dans la discipline, sinon dans les préceptes de l'Église romaine. » Mademoiselle Henri partage son avis sur les catholiques. William agit aussi froidement avec autrui. Il explique qu'il agit ainsi, afin de ne pas embarrasser Mademoiselle Henri, et pour éviter que les jeunes femmes n'aillent raconter ses agissements auprès d'elle à leur confesseur. Le fait qu'il soit sans cesse surveillé, quand il donne un cours aux demoiselles, peut expliquer son manque de douceur envers ses élèves. Cependant son manque de sympathie ne s'applique pas qu'aux élèves, mais à toute personne rencontrée. Hunsden lui conseillera d'être avenant envers autrui avant de vouloir que les autres soient avenants envers lui. Si lors de la fête d'Édouard, William ne danse pas, c'est peut-être aussi de sa faute. Dans sa composition, Mademoiselle Henri se plaint de la manière dont William a été sévère envers elle. Après avoir perdu son emploi, il s'empêche de venir voir Mademoiselle Henri durant quelques semaines. S'il agit ainsi, c'est par fierté. Il ne peut pas vivre auprès de Mademoiselle Henri alors qu'il n'a pas de salaire.
Cependant, mademoiselle Henry est seule après le décès de sa tante et son métier de raccommodeuse de dentelle lui rapporte peu d'argent. Au lieu de lui apporter un soutien, William la laisse seule. William ne respecte pas non plus Zoraïde. Même si Zoraïde doit se marier avec Monsieur Pellet, elle semble sincèrement amoureuse de William. En effet, Zoraïde ne peut pas être attirée par la fortune de William, puisqu'il n'en a pas. Elle ne peut pas non plus être attirée physiquement par William, puisque cet homme est laid. William se sert de cette faiblesse, afin de torturer mentalement Zoraïde. Il ne s'en cache pas, puisqu'il utilise le mot maître pour se désigner, et le mot esclave pour la désigner. William présente Zoraïde comme une personne dangereuse. Après sa première heure de cours, il devine que Zoraïde lui parle, afin de le sonder dans le but de découvrir des failles, et de les utiliser par la suite. Elle est une habile commerçante, puisqu'elle parvient à faire accepter à William d'être payé moitié moins que chez Monsieur Pellet tout en n'ayant pas le bénéfice des repas et du logement. Zoraïde est une personne qui observe et pense beaucoup, mais qui montre rarement ses sentiments. Son air impassible ne signifie pas qu'elle est paisible. Tout en s'occupant de ses travaux d'ouvrage, elle écoute, voit ce qu'il se passe et recherche même à séduire William. Zoraïde est également une menteuse. En effet, elle dit à 2 reprises qu'elle n'a pas l'adresse de mademoiselle Henry, ce qui n'est pas vrai. Une autre figure diabolisée est celle de Hunsden. Pourtant, Hunsden vient en aide à plusieurs reprises au narrateur. Il le pousse à quitter son emploi à l'usine, il lui donne une lettre de recommandation, afin de travailler en Belgique, il lui donne le portrait de sa mère qu'il a acheté, il le reconduit à des îles en traversant les bois. Sans les interventions de Hunsden, William serait resté en Angleterre, aurait continué sa vie minable, et n'aurait pas rencontré mademoiselle Henry. William est peu reconnaissant de cette aide apportée. Il ne le remercie jamais, et ne lui donne aucune nouvelle. Parfois, il reproche à Hunsden ses actions. Ainsi, il reproche à Hunsden de l'avoir poussé à démissionner, puisque maintenant il se retrouve sans argent pour payer son pain. William semble toujours être en opposition avec cet homme qui pourtant lui donne de bons conseils. C'est également le cas avec mademoiselle Henry. Lors de leur débat, même si mademoiselle Henry partage l'opinion de Hunsden, elle s'oppose à lui. Mademoiselle Henry est également méfiante envers Hunsden lorsque son fils est avec lui. Hunsden est un personnage énigmatique. Nous ne connaissons pas son passé. Ses apparitions sont remplies de mystères, puisqu'il parvient toujours à retrouver le narrateur qu'il soit en Angleterre ou en Belgique, et ceci de jour comme de nuit. Il le rencontre une première fois lors de la fête d'Édouard, puis dans une rue de X, chez Madame King, et enfin dans un hôtel en Belgique. Si le narrateur a parfois du mal à le reconnaître, ce n'est pas le cas d'Hunsden. William a un don, afin de savoir là les personnes veulent en venir, et Hunsden a un don, pour sonder les individus. Mademoiselle Henry s'éloignait sans lui répondre. Le mécontentement était peint sur sa figure, et un léger sourire, où l'amertume se mêlait au mépris, glissa sur ses lèvres, tandis qu'elle allait s'asseoir à l'extrémité de la classe. Un air d'abattement succéda bientôt à ce sourire, et fut remplacé à son tour par l'intérêt qu'exprima son visage dès que j'eus dit aux élèves de prendre leurs livres. Je détestais les jours de lecture. C'était, pour mon oreille, une vive souffrance que d'entendre écorcher ainsi ma langue maternelle, en dépit de tous les efforts que je faisais pour améliorer la prononciation de mes élèves. Ce jour-là, comme d'habitude, ce fut à qui marmotterait, balbutierait et bredouillerait de la façon la plus atroce, chacune dans le ton qui lui était particulier. Déjà 15 de ces demoiselles m'avaient torturé de leur baragouinage inqualifiable, et mon tympan meurtri attendait avec résignation le bégayement nasillard de la 16e, quand une voix mélodieuse prononça correctement quelques lignes de l'histoire d'Angleterre. Je relevai la tête avec surprise. C'était bien la voix d'une enfant d'Albion. L'accent était pur, argentin. S'il avait eu un peu plus d'assurance, on l'aurait pris pour celui d'une jeune fille bien élevée du comté de Middlesex. Et pourtant c'était ma nouvelle élève qui prononçait ainsi, la jeune maîtresse d'ouvrage à l'aiguille, dont la figure n'annonçait pas qu'elle crût avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Personne d'ailleurs ne témoignait d'étonnement. Mademoiselle Rotter tricotait toujours avec assiduité. Néanmoins, lorsque le paragraphe fut achevé, elle m'honora d'un regard furtif. Sans apprécier complètement l'excellente manière dont lisait mademoiselle Henry, elle s'était bien aperçue qu'il y avait une énorme différence entre son accent et celui des autres élèves, et elle désirait savoir quelle était l'impression que j'avais pu en ressentir. Mais, cachant ma pensée derrière un masque d'une profonde indifférence, j'ordonnai à l'élève suivante de continuer le passage qui avait été commencé.